11 ans, j'ai cru que ma vie s'était arrêtée. Une ordure a voulu me détruire, me briser. Tout ce que j'avais en tête, c'était devenir une autre, me casser, briser mon image. Je me détestais. Je pouvais plus me regarder dans une glace. Il fallait que je trouve un monde pour sortir de moi-même. Et je tiens à dédier ce moment-là à tous les gens qui se sont arrêtés de vivre. Et j'ai envie de leur dire, il faut respirer à nouveau. Non, mais attendez, attention. Il y a plein de choses merveilleuses sur Terre. C'est pas la fin du monde. Regardez, il fait beau, le soleil brille. À mes pieds, toute la ville de Barcelone. C'est ça aussi le journalisme. C'est rentrer dans la vie des gens, observer, voir des choses que les autres ne voient pas. Empruntant un chemin tortueux et très incertain, il me faudra des mois pour sortir de mon bocal. L'encre de mon journal de bord prendra des semaines à s'éclaircir, se désinhiber. Noyé dans un tourbillon d'idées, je plongeais dans le monde destructeur et merveilleux de la télévision. Saisir l'insaisissable, l'intouchable et le dévoiler. Vous êtes sûr que vous êtes prêts? Alors on y va. Je me souviens, c'était un lundi soir. De mon côté, il me fallait convaincre, détendre l'atmosphère. Je te suis ou pas? C'est ma cache secrète. Ah, bah je te suis pas. Si. Ah bon? Ah, tu pourrais faire ton lit quand même. Non mais c'est des tenues tout à l'heure. Ah pardon, je Voilà. crois que c'était les draps, je sais pas regarder, tu sais, je vois pas très bien, ma vue baisse. Je sais pas, j'achète, je sais pas, j'hésite. On peut négocier. Hein. D'accord, Mais moi je couche pas pour réussir. d'accord. Vous avez entendu? Quel est ce projet sur lequel tu travailles? Juste que je fasse un truc et après on fait quand tu veux. Dis-moi. Bah, Il faut que... Non mais je peux pas le dire à l'antenne. Il faut que je me lâche. Parce qu'il paraît que je suis timide. Alors il faut que je montre que je suis pas timide. C'est tout simple. Il suffit de le lire dans mes yeux pour savoir que je cache bien mon jeu. Je sois belle aussi. Ça, c'est pas facile tous les jours. Voilà, j'en dis pas plus. S'il vous plaît, S'il vous plaît, un autographe. c'est une Ça star va venir. du Cognac G, souvenez-vous. C'est une rue pleine de souvenirs. Et donc les nouvelles générations. Je débarque dans le milieu du journalisme. Tu es née à Paris, Anne-Sophie? Ouais. Je suis née dans le 16e, Ah bon? Quel endroit? à Passy, dans la Muette. J'étais un beau bébé, C'est vrai? toute petite, faut prendre des pauses aussi. Hein. En fait, j'ai des idées plein la tête que j'ai décidé de mettre en pratique. Qui pourront sûrement servir à d'autres gens qui sont dans la situation dans laquelle je suis. Il y a de jeunes journalistes qui veulent commencer. Voilà, il s'agit d'avoir de l'ambition, de ne pas avoir peur et de se lancer. Tout simplement. Les gens se plaignent parce que la télé est souvent, on sort souvent les violons,
On fait des sujets plein de musique pour se souvenir de Diana. Voilà, j'ai envie de découvrir et de casser tout ça et de découvrir l'envers du décor et de soulever un peu le rideau. Et... il n'y a qu'une fleur, on n'a pas de chance. Décidément, les gens ont la mémoire courte. Ah, il y a Bernadette Chirac bah, et Jean-Claude Brialy. qu'est-ce qu'elle fout là, elle Alors on se demande ce qu'il faut là. L'ami de toujours. Je crois qu'il y a un rapport avec les Guilly. Là, j'en vois pas, mais vu le Figaro en plus. Vous verrez plus tard. C'est de l'anglais ou pas? Ah non, si, là. Ça parle de la guerre, voilà, la guerre, c'est quelque chose qui nous touche tous, de près ou de loin. Et ça serait intéressant aussi de rencontrer un journaliste qui est parti sur le terrain, lui demander ce qui s'est passé, est-ce qu'il arrive à ne pas prendre parti. Il y a tellement de questions, tellement de choses que j'aimerais vous faire découvrir, et ça va m'apprendre beaucoup aussi, donc voilà, je me fais engueuler encore. Parti. Dès qu'on coupe, Jean-Luc m'engueule, et il me fait doucher aussi. La plus belle femme de Paris. Cette histoire devenait monumentale. Moi je suis un pigeon voyageur. L'ivresse du frisson, l'étrangeté du grandiose. Ça reste encore un mystère, il va falloir travailler, rencontrer des gens. Le fantasme de l'enquête, ma folie des grandeurs. Je suivais des traces, je flottais libre sur des pavés lourds de souvenirs. La sinuosité de ma marche inscrivait des idées en chaque lieu. Il y a une liberté dans la télé qu'il n'y a pas dans la presse écrite. Je ne veux pas cantonner mon projet à des présentateurs connus. Ça peut aussi être un jeune qui débute. On a vu 3-4 fois, mais qui a aussi des idées. Mon regard cherchait à percer tous les secrets d'un monde encore bien trop virtuel. Secret. Je parlais d'histoire parce que la télé vous raconte l'histoire. Secret. Tous les secrets. On retrace l'histoire. Et je pense qu'on est au bon endroit pour parler de ça. On est devant la flamme du soldat inconnu. Ça te fait penser à quoi? Ça me fait penser que je pourrais jamais l'interviewer. Ouais. Bah, vas-y, tu peux là. Là, si tu avais quelque chose à dire au soldat inconnu, tu lui montrais quoi? Qui êtes-vous? Bien. Est-ce que l'histoire aurait été la même sans les images de la télé? Si je pouvais en faire partie grâce à mes idées, grâce à mon ambition et ma curiosité, ça serait un beau succès. On ne peut pas être journaliste et ne pas aimer bouger, voyager, fouiner, creuser. Moi j'aime bien le monde du journalisme, j'ai envie d'en faire partie et de me faire ma place dans le monde du journalisme audiovisuel. Et pour ça, à mon avis, il faut une approche différente et personnelle de ce monde-là. Je propose de faire. Exactement. Je me suis lancé un beau défi quand même. Tu vas réussir. Ouais, je réussirai. Vous verrez. Je sais pas Cut. Ma métamorphose, ai-je sombré dans la folie? Quelle est cette bête intérieure? La télévision me fait-elle perdre pied? Plus l'espace-temps s'ouvrait à ma curiosité, plus les détracteurs s'amoncelaient. L'animosité du jaloux ne m'effleure pas d'un souffle. Que diable, il est bien trop tard pour m'arrêter. Comme je suis déjà loin des conventions, mon combat est annoncé. Il faut que je trouve des interlocuteurs pour chaque rubrique, rentrer dans leur vie, dans leurs secrets, dans leur quotidien, et vous le faire découvrir. Donc la prochaine étape, c'est de les contacter pour prendre des rendez-vous et aller les interviewer. Est-ce que je suis belle? Vous me rattraperez jamais. Oui, allô? Bonjour, c'est Anne-Sophie de Chaise-Martin. Vous allez bien? Enchantée. Bah, c'est gentil de me rappeler.
Si c'est toujours possible, ouais. J'ai trouvé quelques points communs qui peuvent être intéressants à confronter. Donc c'est pas quelque chose qui va vous mettre mal à l'aise, en aucun cas. Mais en tout cas, je voulais vraiment vous remercier parce que je sais que vous devez être très pris et c'est gentil de vous intéresser à tout ça parce que... Hervé Matou, j'ai plein de questions à lui poser, notamment sur son parcours. Je disais au téléphone qu'il a un doc de lettres modernes, j'ai une licence de philo. On voit pas forcément le rapport avec ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. Donc le but, c'est d'essayer de voir comment lui a monté les marches. Et il l'a fait très rapidement, parce qu'il a 40 ans. J'ai fait un peu mon enquête auprès de fans de football. Ouais, Hervé Matou, le ballon d'or. Tout de suite, les gens savent de qui on parle. Tac, 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 tac. Il faut se préparer, il faut être formé et il faut savoir improviser. Il faut savoir jongler, se débrouiller avec ce qu'on a, mais il faut quand même avoir une formation de base essentielle pour tenir la route. Tu me trouves un peu moins superficielle qu'avant ou pas? Ah, moi je vous dis rien. Non, s'il te plaît, je me trouve hyper superficielle. Mais t'es naze. 15 secondes. Qu'est-ce que Contre-champ? Top. Contre-champ, c'est un documentaire original, une enquête dans le milieu audiovisuel. Ça retrace le voyage initiatique d'une jeune journaliste de 23 ans, en l'occurrence moi-même, qui part à la rencontre de ses aînés, de ses pairs, dans différents domaines de l'audiovisuel. Bon, ça va, domaine. Alors Contre-champ, c'est quoi en 15 secondes? Contre-champ, c'est un documentaire... Ah non. Contre-champ, c'est quoi en 15 secondes? Contre-champ, c'est mon voyage au pays de mes pères dans le milieu audiovisuel. Je suis une jeune journaliste de 23 ans qui souhaite partir à la rencontre de ses aînés dans différents domaines. Ça donnait quoi là? On verra après. Tu me connais pas et tu vas m'interviewer, t'as 30 secondes. Top. Qui êtes-vous? Jean-Luc. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis une fille. Je me Et demande ce que je fais dans la vie. quel est le but de votre démarche? La démarche, c'est de montrer que faut avoir des idées. Et quelles idées vous font avancer, vous donnent envie de continuer? Qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce qui vous motive? J'ai fait des erreurs, mais voilà, tous les téléspectateurs me verront progresser. Et ils se diront, le premier jour elle était comme ça, le dernier jour elle était comme ça. Et il y a toute une évolution à suivre et c'est ça l'intérêt de ce projet-là, c'est que je change. C'est que beaucoup de temps se passe entre les différents tournages. Et si les gens ne comprennent pas ça, ils zappent. Quand est-ce qu'un jour, je vais pouvoir dire fais-moi confiance, moi je sais ce que c'est, j'ai de l'expérience. Mais tu parles toujours de confiance. Est-ce que tu as un manque de confiance en toi? Ah oui, je crois que ça se voit. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Ah, le salaud. Parce que je déteste mon image. Je sais que quand je vais voir Contre-champ, je vais me dire qu'est-ce que c'est que cette nana, quoi. Je sais où je vais et j'ai confiance en ce que je suis en train de faire. Mais en moi-même, non. C'est un peu bizarre, mais je sais de quoi je parle. Contre-champ m'a valu pas mal de critiques de certaines personnes qui disaient mais non, mais qu'est-ce que c'est que ça, mais pourquoi tu vas te lancer là-dedans, ça marchera jamais, etc., etc. Vous êtes des amateurs, bon. En même temps, on fait avec ce qu'on a et j'ai une idée dans la tête et j'irai jusqu'au bout. Donc je pars du principe que ça va intéresser les gens et à partir de là, je lâche pas le morceau. Pour toi, donc, il y a quand même dans ta démarche aussi un combat. Un combat, c'est sûr. Quel est-il? Le combat, c'est de... Un ou des combats peut-être? Des combats et c'est de prouver qu'on a des couilles, tout simplement. Non mais sérieusement. Et donc suivez-moi dans cette aventure parce que vous ne serez pas déçus. Est-ce que tu as peur? Non, 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 ça va. On croise les doigts. J'espère que tout se passera bien. Salut. J'ai l'air d'avoir peur. Mais non. Moi, on attend. Tu veux qu'on abandonne? Non. Non. Ah non. T'es sûr? Ah oui, sûr.
Tu veux pas laisser tomber. Mais même si tu t'en vas, moi je reste. Hein. Et Je tiens les 2 caméras, je me débrouille. T'es sûr? Sûr. Juré? Aucun problème. Lève la main. Aucun. Genre la main gauche. De kiné là. Le... Je lui ai dit que je t'avais massé. C'est bien qu'on soit arrivé en avance. Parce que sinon. Je décidai de commencer dans un restaurant, lieu de mes premiers fantasmes audiovisuels. Je m'apprivoise, un stress destructeur vient me narguer. L'utiliser, l'anéantir. Ce projet, pourquoi est-ce que tu es venu? Pourquoi est-ce que ça t'a intrigué? Comme c'est un métier qui repose sur la passion, quand on a eu cette passion, un peu par solidarité entre guillemets, on se doit d'écouter la passion des autres. Est-ce qu'on peut passer aujourd'hui au travers d'une école de journalisme pour pouvoir percer et de surcroît réussir? On peut de fait, puisque un médecin, par exemple, il faut qu'il ait un diplôme de médecin pour être médecin. Un journaliste est journaliste, celui qui fait du journalisme. Donc on peut, moi en ce qui me concerne, vraiment je vois pas comment c'était possible. Je connaissais absolument personne dans la presse, j'avais aucune entrée. Donc pour moi l'école elle me donnait à la fois un savoir-faire qu'on peut certes acquérir sur le tas. Mais ça va un peu plus vite, c'est un peu plus rigoureux, enfin je pense que ça apporte à une école. Et puis ça me donnait simplement ça me mettait le pied dans une profession qui me faisait rêver mais que je ne connaissais pas. J'avais envie de tout faire, quoi. La presse écrite, de la radio, de la télé. Et donc, mais je sentais une prédisposition pour la radio, parce que c'est un média chaud, ça allait vite, enfin ça me plaisait plus, quoi. Et donc j'ai fait de la radio dans un premier temps. C'est qu'ensuite ça m'a amené à la télé. J'aimerais bien que vous me racontiez votre premier sujet, le stress, le doute, la peur de rater peut-être. Je me souviens de tout qui se brouille, de ce qu'on a prévu de dire, les feuilles on voit plus rien, enfin on est dans la 4e dimension. On n'arrive pas à se relire. Voilà, donc ça c'est mon premier souvenir, c'est ça. Donc, finalement on le fait, hein, et puis ça se passe malgré tout. Hein, donc ça c'est ce premier stress. Après à TF1, j'avais acquis entre guillemets un savoir-faire déjà. Tout petit, hein, j'avais 7-8 mois d'expérience, mais je savais quand même faire un sujet à peu près, ouais. Enfin, je savais me débrouiller. Donc mon tout premier sujet, je suis arrivé en stage le premier jour, j'ai observé, au bout de 24 heures, observé, ça allait, mais j'en avais ras-le-bol, je voulais passer à l'action. On m'a proposé dès le lendemain matin de me lever à 3 h du mat pour faire pour Télématin un sujet sur la voile, un truc... rien ne me passionnait, ni le matin ni la voile, mais bon, j'étais bien sûr volontaire. Et je me suis levé en pleine nuit et j'ai fait un sujet sur Florence Artaud qui arrivait dans la route du Rhum. Enfin, il fallait faire un téléphone, je me rappelle, avec elle dans son bateau. Enfin, voilà. Donc j'ai fait ce premier sujet. Et puis 2 jours après, les circonstances, le forfait d'une journaliste qui était malade, ça a fait un jeu de chaise musicale. Le rédacteur en chef qui était Frédéric Jaillant à l'époque m'a dit tu m'as dit que tu connaissais le foot. Je dis oui, bien sûr. Il m'a posé 2-3 questions. Que j'ai répondu, de culture générale foot. Il m'a dit ok c'est bon, tu pars à Bastia. Et je suis parti faire un reportage à Bastia. Et voilà, c'était parti. Et le premier plateau, même topo, c'était 15 jours après. Le premier plateau c'était très rapide aussi, 15 jours après, je me suis retrouvé effectivement sur le plateau. Donc là j'avais là aussi la chance d'avoir finalement 6 mois de direct régulier pour le coup dans ma chaîne locale. Mais c'était très différent. J'avais Thierry Roland sur le plateau, je me souviens, il y avait tout ce que peut... ça donne envie de se dépasser. Tout ce qu'il y a sur TF1, le plateau de TF1, c'est prestigieux, c'est grand, il y a du monde. C'est pas que ça donne envie, non, ça fout les jetons, c'est évident, c'est tout. Vous êtes intimidé plus par d'ailleurs tous les gens qui gravitent autour. C'est ça. Tout le personnel technique qui est là, qui a vu passer tous les grands professionnels depuis des années, et puis il voit bien que vous débutez. Qu'est-ce qui vous a donné envie de continuer, de ne pas baisser les bras? C'est un métier où on prend des claques, parce que quand on se plante avec du monde. C'est-à-dire qu'il y a dans tous les métiers, on est dans une phase d'apprentissage, d'acquisition, mais dans les médias, dans la télé en particulier, ça ne pardonne pas, ça va tout de suite. Il y a le retour de bâton, c'est vu. Donc oui, moi, ça reste dans les dossiers. Ouais, et très vite on se grille. Voilà, on peut se griller très vite. C'est pour ça qu'il faut aussi être lucide, voir ce qui est de notre compétence et ce qui ne l'est pas. On prend des claques, on apprend et surtout on passe des paliers. On voit, on se dit tiens, ça m'avait posé une difficulté il y a 6 mois, là maintenant je le fais. Voilà, il faut avoir le souci juste de progresser, de s'écouter, voir ce qu'on fait, de pas se
je pense que l'important pour progresser, c'est d'essayer d'être lucide. Vous pouvez regarder une de vos émissions a posteriori sans... Oui. Oui, mais ça a été long. Parce que je pense qu'au départ, donc, on a parlé du rapport au plateau. Ouais. Les premiers mois, alors ça dure plus ou moins longtemps, mais on est dans la panique, ça marche pas. Après, on commence à s'approprier le truc. Mais en revanche, et là c'est une phase plus longue, on ne reconnaît pas ce qu'on veut donner à l'antenne. On se dit, tiens, attends, aujourd'hui j'ai l'impression d'avoir été super souriant, gai et tout, on regarde, finalement on se trouve sinistre. Ou alors on dit, tiens, je voudrais que ça donne ça, et puis non, finalement ça ne passe pas. Et donc il faut un temps. On s'habitue à Arriver au soi-même. stade, ouais, et puis aussi parce que ça se travaille c'est-à-dire que faire passer quelque chose en télé, il faut un peu surligner, il faut être un peu plus, faut faire un peu plus que la moyenne. En gros, si vous souriez à peine, vous avez l'impression de ça, vous souriez pas du tout à l'antenne. Si vous souriez beaucoup, ça sert beaucoup, mais il faut être naturel aussi. Enfin bref. Mais moi, en tout cas, je suis arrivé au stade où globalement, dans la plupart des émissions que je fais, je me reconnais. Enfin, ce que je vois, c'est à peu près ce que je veux donner. C'est-à-dire que vous êtes plus proche de ce que vous êtes que ce que vous êtes réellement. Ouais, aujourd'hui, dans l'équipe du dimanche, par exemple, qui est l'émission la plus régulière que je présente, il y a un esprit qui me m'aime, quoi. Ouais, donc ça me met pas, j'aime bien. Enfin, j'aime bien, ça me dérange pas de regarder. Après, quand je fais des trucs plus ponctuels, des grosses émissions, j'ai fait une émission événementielle, la remise du 50e Ballon d'Or de l'histoire avec Adriana Carambeu, où là je suis dans un rôle où je vais... C'est elle qui a gagné le Ballon d'Or? Non, elle a gagné d'être avec moi. Alors justement, En fait là j'ai eu peur, j'ai mis longtemps avant de regarder l'émission, parce que je savais pas ce que j'allais voir. ouais. J'étais pas sûr, donc j'étais dans un rôle plus rare pour moi, et donc je sais que j'ai laissé reposer 3 semaines, 1 mois l'émission chez moi avant d'oser la regarder, quoi. C'est quoi le quotidien d'un journaliste sportif? C'est une application permanente. D'une façon générale, je pense que c'est vrai dans le journalisme, quand on est dans un domaine, on a toujours ça en tête un petit peu, quoi. On baigne dedans, voilà. Et dans l'activité du sport, du foot par exemple, c'est encore plus vrai parce que c'est une activité qui ne s'arrête jamais. Moi, s'il y a un jour où je travaille pas, j'ai toujours peur de ne pas lire la presse, parce qu'il peut y avoir une petite brève dans un coin, 4 lignes, qui vont que j'ai pas vu. Et puis 4 jours après, je vais dire, tiens, bah ouais, tel joueur qui est là, et puis non, il est pas. Il y a 4 jours, tout le monde a dit, mais il est con celui-là. C'est trop tard. C'était marqué qu'il était parti. Donc c'est une activité, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de matchs constamment. Il se passe toujours plein de choses. Voilà, ça s'arrête jamais, donc je veux dire, dans le quotidien, c'est quand même le cerveau qui est un peu toujours branché là-dessus, ce qui ne veut pas dire qu'on fait que ça, heureusement, mais on peut pas, c'est pas un métier qu'on peut oublier comme quelqu'un qui part en week-end pendant 2 jours et qui pense Et qui fait le vide, au bureau, quoi. Voilà. En plus, c'est dans un domaine qui est aussi du domaine de la passion et du plaisir. Donc c'est aussi l'autre raison pour laquelle on ne l'oublie pas complètement. C'est vrai que voilà, on est là-dedans, quoi. Le foot, c'est aussi des sommes d'argent faramineuses, il y a forcément des magouilles. Vous devez être au courant. Déjà, il ne faut pas imaginer le truc super nébuleux. Non, c'est ce que le téléspectateur imagine. Enfin, quand je parle avec des gens... Ouais. Non, mais en fait, tout journaliste, dans quel que soit le domaine dans lequel il travaille, ne dit pas tout, parce que, pour des raisons aussi juridiques, tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a ce qui est de la rumeur qu'on pense bien fondée, mais qui reste une rumeur. Je veux dire, les journalistes politiques, la plupart étaient au courant de l'existence de Mazarine. Personne ne l'a dit. C'est ce qu'est la loi du silence. Est-ce qu'il fallait le dire? Non, je pense pas. Enfin, il y a une espèce de distance, entre ce qu'on dit, ce qu'on peut dire au domaine public. Et puis il y a des choses... C'est de l'autocensure? Ouais, il y a une forme d'autocensure, bien sûr qu'il y a une forme d'autocensure. Mais il y a des choses... Moi, je rencontre souvent des étudiants journalistes qui, un peu naïvement, me disent « Ouais, mais alors, pourquoi vous dénoncez pas le dopage ?» Ok, c'est quoi dénoncer? Enfin, sur quoi vous dénoncez le dopage? C'est-à-dire sur une vague rumeur, vous dites « Ah ben voilà, machin se dope ». Vous êtes devant une cour dès le lendemain. Entre ce qui se dit, ce qu'on croit savoir, et ce qui fait une information vérifiable avec des preuves tangibles, il y a quand même une marge. Donc
Donc il faut le journaliste, il doit donner des faits avérés, donc c'est différent. Qu'est-ce que vous avez pensé de cet entretien, du déjeuner, du projet Les crevettes étaient très bonnes. Le café aussi. Le café était bien qu'un peu bruyant au départ, était bon. Pas trop piquante les crevettes? Non, ça allait, ça allait. Et pas trop piquante les questions non plus. Bon, toi dis-moi ce que tu en as pensé, parce que moi, j'estime... La situation me trouble. Doute, peur de sourire. Des questions stupides me hantent. Je tente de les enterrer. L'exaltation de cet instant m'effraie, m'illumine. Donc, c'est à toi de me dire ce que comment t'as vécu ça. Ce que j'en ai pensé, me suis sentie aidée et soutenue. C'est-à-dire que je posais des questions et j'avais l'impression que tu allais en mon sens et que tu me donnais beaucoup de conseils dans ce que tu donnais comme réponse. Ouais. Mon notamment par rapport au stress, notamment le doute, etc. Parce que et par rapport aux femmes aussi. J'ai du mal à me regarder, je suis complexée, donc je sais pas comment je vais... Ah ouais. Donc voilà, et tout ce que tu as dit, j'ai réussi à le mettre en rapport avec moi, je pense qu'on a pas mal de points communs. Bien l'interview et mec sympa. C'était pas langue de bois, j'avais pas envie que ça soit comme ça, j'ai pas envie que ce documentaire soit comme ça, donc c'était parfait. Merci beaucoup. Merci à toi. Souvent, quand on est interviewé, en particulier par des jeunes journalistes, c'est qu'ils ne savent pas écouter. Ouais. Ils frétillent en fait, de poser des questions, et en fait, quand ils veulent poser la question, mais finalement, les réponses ne les intéressent pas. Et on tombe sur souvent des journalistes qui font des questions 4 fois plus longues que la réponse, parce que ils veulent aussi, ils parlent pour toi. En fait. Ils te disent même ce qu'ils veulent que tu dises. Ce que tu es censé répondre. Voilà. Et ou alors, à peine tu amorces une réponse, ils reprennent derrière, machin, enfin voilà, ils passent à une autre. Donc je pense qu'il faut... le journaliste, c'est celui aussi qui se tait, quoi. Et tu trouves que je me suis assez tue? Ouais, tu t'es tue. Bah merci beaucoup. On s'embrasse à la fin. On s'embrasse. Voilà. Je devais me déshabiller, mais... Ouais, plus tard. Pour la version 2. Ça va beaucoup mieux. Alors... Non mais ça allait bien déjà, dès qu'il est arrivé, sympa, bon contact. J'ai l'impression d'avoir mené ma barque comme je le voulais. Quand il a vu que je m'égarais un peu, il me ramenait, parce qu'il sait comment ça marche. Donc non, bien, et je suis plutôt contente de moi, et j'espère que ça vous a apporté quelque chose, à vous aussi. Après la rencontre avec quelqu'un qui passe sa vie devant la caméra, on est ici en régie, le point névralgique, le centre névralgique de toutes les chaînes de télévision. Un JT, Pierre, c'est combien de personnes, à peu près? Oula. Un ordre d'idée? Un JT, sur une édition d'un JT, au niveau technique, ouais. Il faut compter une quarantaine de personnes qui travaillent en relation directe avec les journalistes, avec la rédaction, qui est aussi de son côté très très nombreuse, puisque même si on n'a pas l'impression que chacun a quelque chose à faire quand on observe, qu'on est spectateur d'une édition, chaque personne a sa petite tâche qui lui est propre. Il faut savoir que sur les grosses éditions, sur les médias comme TF1, qui sont des médias avec des grosses audiences, la moindre erreur se paye cash, si je peux dire, et donc l'organisation est faite de telle sorte qu'il n'y ait pas un espace où quelqu'un puisse oublier quelque chose. Je jubile dans l'ombre d'une régie. Émerveillé, j'entre dans l'essence de ce gouffre virtuel. Je fais mon métier au centre d'une chaîne. Je laisse place à l'étonnement. Les écrans me sifflent. Tout à fait. Pourquoi? Parce que c'est l'actualité. L'actualité, on ne commande pas les événements comme ça. Ils arrivent au moment où ils doivent arriver. Et il faut essayer de les retranscrire à l'antenne, en tout cas de les décrire à l'antenne, au moment d'édition, c'est-à-dire à 13h ou à 20h. Contrairement aux chaînes d'infos, qui elles ont une édition qui suit l'autre, etc., ils peuvent toujours se rattraper sur l'édition suivante, mais pour les grandes éditions nationales, c'est impossible. Le dimensionnement de la technique et de la rédaction sur une édition peut paraître énorme, mais il est adapté peut-être pas au cas du 11 septembre, qui est un cas énorme, mais en tout cas un cas qui peut être très important et qui permet de réagir vite. Ce cas-là, c'est un petit peu le cas exceptionnel, hein, puisque nous sommes retrouvés face à un flot d'images ininterrompues qui venait de toutes les télés du monde, enfin surtout les télés américaines. Personne n'était capable d'imaginer la puissance de ces images, et même les gens
Même les journalistes qui commentaient ces images étaient abasourdis. Moi, c'est la première fois que j'ai vu des gens, même des techniciens, se décharger de leur côté technique, de leurs tâches, parce qu'ils étaient abasourdis par ce qu'ils voyaient. Dans ces cas-là, c'est la fièvre, tout le monde court dans tous les sens, c'est pas forcément productif, puisque les infos circulent, mais un peu n'importe comment. On ne sait jamais ce qui est vraiment arrivé. On ne sait jamais ce qui se passe, et il a fallu 2-3 bonnes heures avant que chacun essaie de retomber sur ses pieds, conférence de rédaction, à laquelle assistaient plein de gens. Qui choisit? Comment est-ce que c'est réparti? Il y a un personnage qui est très important dans la rédaction, c'est le chef d'édition, qui prend toute sa mesure lors des directs. C'est lui qui est en contact avec le présentateur à travers l'oreillette, et qui indique au présentateur qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'on va faire. Et dans des cas comme le 11 septembre, il y avait un choix à faire entre la meilleure image, je dirais, et au présentateur d'essayer de se retrouver là-dedans. Donc après, il ramait, mais ça, ce que je veux dire, c'est qu'à la limite, dans ces histoires, dans ces images-là, le commentaire est presque inutile. Ouais. L'image se suffit elle-même. Le présentateur et les gens de télévision en ont bien conscience. Vous avez un regard extérieur et vous avez accès à tout, en fait. Alors, on a un regard extérieur, c'est-à-dire qu'à la limite, peut-être que le journaliste, le présentateur, pense qu'on fait partie du public, mais on ne fait pas partie du public. Ce qui n'empêche pas qu'on ait des fois un œil public, sur un œil de jugement public sur la qualité de tel ou tel présentateur ou tel journaliste. Mais bon, c'est toute la différence entre celui qui est devant la caméra et puis celui qui est derrière. Celui qui est derrière, au moins, il peut faire la tête qu'il veut. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas la pression d'avoir à parler, d'avoir trouvé ses mots, etc. Alors que le technicien, lui, il a la pression de faire marcher, au moment où on lui demande, l'appareil dont il est en charge. Vous avez le temps d'écouter? C'est une des problématiques des techniciens, c'est-à-dire qu'ils doivent avoir la connaissance du fond. Par contre, il ne faut pas qu'ils se laissent embarquer par le fond. Dans notre émission Contre-champ, j'ai voulu faire découvrir un peu tout ce qui se passait derrière la caméra, parce que le côté technique, c'est essentiel. Quand on vous a proposé de vous faire parler, qu'est-ce que ça vous a fait? Ça vous a touché? Ça vous a fait plaisir? C'est rare c'est la première fois qu'on pose des questions là-dessus. Mais en même temps, ça me fait plaisir, parce que c'est vrai que la télévision, c'est aussi quelque chose qui se vit au jour le jour. Et c'est une espèce d'atmosphère indéfinissable qu'on retrouve sur tous les plateaux de télévision. Et quand on a passé sa vie à travailler dans la télévision, on a forcément, quand on en parle, un petit quelque chose, une petite pointe de passion, de choses comme ça. Et cette passion n'est pas que du côté de ceux qui sont devant la caméra, et aussi du côté de ceux qui sont derrière. Et donc, ouais, ça fait plaisir d'en parler. Ouais, finalement, on aime tous la même chose. Et finalement, on aime tous la même chose. On veut tous arriver au même résultat. Est-ce que tu ne crois pas qu'il y a un petit complexe de supériorité chez certains journalistes? Si, complètement. Le journaliste aime bien le retour sur lui, le journaliste aime bien qu'on parle de lui, etc., etc. Et le technicien reste dans l'ombre, mais participe autant à un bon résultat. Donc ça m'a beaucoup intéressé. J'espère que ça intéressera les téléspectateurs d'avoir mis un pied dans cet univers-là. Ok. Bah écoute, moi j'ai pas d'autres questions. Merci. J'espère que je pourrai être invitée à assister au JT. Ah bah, quand tu veux. Ici Londres. Veuillez écouter maintenant quelques messages personnels. L'éléphant s'est cassé une défense. Nous répétons, l'éléphant s'est cassé une défense. Bon alors, Brighton c'est bien gentil, mais mon quotidien c'est plutôt ça.
c'est-à-dire faire des allers-retours à Londres à peu près 5 fois par semaine. Donc c'est une vie assez mouvementée, mais l'essentiel de l'actualité c'est quand même au cœur de la capitale. Donc il faut bien bouger pour réussir à trouver sa place dans le monde. Je suis toute seule, alors je vais faire avec les moyens du bord. Donc il faut m'excuser pour les images, pour le son, etc. Nous répétons, veuillez écouter maintenant quelques messages personnels. Après une formation française de journalisme, j'ai décidé d'élargir un peu mes horizons et de partir à la découverte d'un journalisme différent. Parce que oui, la méthode des Anglais n'est pas du tout la même que celle des Français. Alors mettons-nous dans la peau du personnage. Anne-Sophie, antenne à toi dans 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Alors, nous sommes ici sur les bords de la Tamise, près des docks, où nous attendons un événement capital cet après-midi. En attendant, replaçons un peu les événements dans un contexte historique, histoire de comprendre un petit peu plus ce qui va se passer tout à l'heure. En 1952, Élisabeth II devient reine d'Angleterre et souveraine de l'Empire britannique. Elle va s'engager à remettre la ville sur les rails de la modernité, car c'est une ville bien différente qui renaît des cendres de la guerre. Londres délaisse totalement son activité maritime car les docks sont totalement détruits. Une grande déconcentration est opérée du centre vers la périphérie et des gratte-ciels sont érigés un petit peu partout, créant le quartier de la City. Le journalisme, c'est aussi un devoir de mémoire. Nous sommes ici à proximité de la station de métro King's Cross, l'un des théâtres d'événements abominables. Souvenez-vous, le 7 juillet 2005, un scénario proche des événements du 11 mars 2004 à Madrid. Les voyageurs sont la cible d'attentats terroristes et ce dans un réseau extrêmement dense. Regardez autour de vous aujourd'hui, un jour comme un autre. Eh bien, le lendemain des attentats, l'atmosphère était la même. L'attitude des Londoniens, un grand civisme et pas de panique malgré le choc. On assiste à un réflexe de solidarité, de stoïcisme aussi, du simple citoyen au gouvernement. Alors, stressé, pas stressé, bafouille, bafouille pas. Je me voyais déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait. Ça, je pense que c'était la bonne, hein, Jean-Luc. Tu crois pas ? Ils sont en train de le sortir. Une équipe arrive immédiatement sur les lieux du drame pour sauver un malheureux qui vient de plonger dans la Seine par à peu près 1 degré dehors. Ça y est, notre noyé est sauvé in extremis. Et je viens de rencontrer la Notre-Dame du reportage, Marine Jacquemin. On a eu une petite discussion ce matin avant l'interview. À mon avis, elle voulait tâter le terrain. Et elle l'a fait remarquablement bien, puisqu'elle m'a pas fait de cadeau, dans le sens où elle a posé pas mal de questions, à savoir qu'est-ce que c'est que ce documentaire, qu'est-ce que vous voulez me poser comme question, Anne-Sophie, qu'est-ce que tu veux faire. Et si mes réponses étaient un tant soit peu évasives, elle me mettait les taquets qu'il fallait pour me montrer que j'avais tout simplement pas le droit à l'erreur et que dans ce métier-là, il fallait être rigoureux, opportuniste et savoir saisir les choses au bon moment et au bon endroit. Donc on va essayer de les saisir correctement demain matin à 10h30 chez elle. Ultime répétition le matin même avant le grand saut. Elle aide et soutient beaucoup de jeunes. D'ailleurs, elle me reçoit aujourd'hui. Elle n'hésite pas à prendre de gros risques pour informer. Marine Jacquemin, merci beaucoup de me recevoir. Bonjour, mais pro. C'était vraiment important pour moi de vous rencontrer. Ouais. Alors, ma première question, vous retracez et vivez la folie des hommes, la guerre. Pourquoi est-ce que vous avez décidé d'intégrer le service de politique étrangère ? Ça se décide pas en fait, c'est le fruit du hasard, c'est peut-être aussi un peu de la volonté parce que c'est vrai que moi,
Je n'étais pas spécialement destinée à être reporter. J'aimais beaucoup les voyages, donc je voulais faire du journalisme. Évidemment, je voulais faire du journalisme, je rêvais de journaliste à l'étranger. À la faveur d'un été, au lieu de partir en vacances, j'ai demandé à faire un stage en politique étrangère. Et dans ce métier, si on n'a pas de chance, il faut mieux arrêter. Je suis tombée sur la chute du mur de Berlin. Donc c'est comme ça que j'ai intégré la politique étrangère. Il y avait une double question dans la vôtre, qui était la folie des hommes. La folie des hommes, au départ, on ne la voit pas vraiment. On sait que c'est la guerre, on sait que ça va pas être facile. Et puis, très curieusement, quand on arrive sur ces zones où, c'est vrai, le danger est là en permanence, en tous les cas, on le palpe plus qu'ici. C'est vrai que on commence à s'attacher aux hommes et aux femmes qui sont plongés dans cette folie. Et là, c'est presque une histoire d'amour qui commence curieusement. Attention, un journaliste, c'est pas spécialement là pour avoir du cœur, c'est là pour regarder, rapporter. J'aime pas trop le mot témoin, c'est-à-dire c'est rapporter les faits, tous les faits, rien que les faits, et ne pas trop s'impliquer dans la problématique à laquelle on fait face. Il faut savoir Mais il n'empêche que nous sommes des êtres humains et que cette partie-là qui n'apparaît pas dans le reportage permet aussi de mieux comprendre et envisager le pays et les êtres qui vous font face, et donc de comprendre à qui vous avez affaire. Sur place, vous devez avoir peur. Est-ce que vous avez... Jamais? Non, c'est très rare. J'ai jamais eu peur face à des hommes en armes. Jusqu'à présent, ça m'a réussi. Et je dis qu'un sourire ou... je sais pas... quelque chose dans les yeux qui fait qu'on se parle, quoi. On parle pas la même langue, on se parle par le regard. Je crois beaucoup à ça. Même si les combattants sont désormais habitués à voir les femmes rentrer dans leur monde d'hommes, de machos, de violence, d'armes, malgré tout, ils restent toujours extrêmement... on peut les choper là-dessus, quoi. Quelque chose de Parce différent. qu'on leur fait certainement penser à leur mère, à leur fille, à leur femme. On parle de nous comme des héros, et alors c'est quoi tous ces gens qui vivent ça au quotidien? Ces enfants, ces femmes, ces hommes qui n'ont rien demandé. À côté de votre travail de reporter, vous essayez de les aider. C'est vrai qu'à un moment donné, on se dit qu'il faut un peu leur rendre ce qu'ils vous ont donné. Et moi, je suis faite comme ça. Alors, j'ai beaucoup de copains ou de copines journalistes qui se foutent de ma gueule en disant « Mère Teresa, j'en ai rien à faire. J'en ai rien à faire. Ça ne me touche absolument pas. » En revanche, ce qui me serait très désagréable, c'est d'avoir volé comme ça, en permanence, leur sourire, leur regard, leur détresse, leur misère, et de rentrer et pas de rien faire. faire quelque chose. Moi, quand je rentrais, à chaque fois, j'étais extrêmement mal à l'aise. Cette espèce de gap entre eux et moi, entre leur vie et la mienne, entre leur manque de tout et tout ce qu'on a ici, beaucoup trop. Moi, je le vivais très mal. Ces deux petites filles, on les avait rapatriées de Kaboul. Madame Chirac les avait prises dans son avion et elles étaient destinées à mourir dans la semaine qui suivait. Même celle-là, Deloche, il hésitait à la ramener parce qu'il pensait qu'elle allait mourir dans l'avion. Il l'opérait pendant 17 heures. Et donc de la voir à l'Élysée en train de bouffer des petits fours et en train de dire à Madame Chirac, dis donc, c'est ta maison ici? C'est grand? Madame Chirac la regarde et lui dit, ben oui, c'est ma maison. Et bien tu sais, chez moi, c'est pas du tout comme chez toi, elle lui dit comme ça. Et bon, ben voilà, et ben, est-ce que la vie ne sert pas à donner la vie comme ça? Et moi, j'ai pas pu être mère biologique, ça m'a causé beaucoup de tourments. Mais le jour où cette petite fille a dit à Bernadette, c'est chez toi ici, je me suis dit, tiens, voilà. C'est toi qui maintenant mène l'entretien. Ah, bah alors ça, on va se marrer. Voilà. C'est quoi cette envie d'être reporter? C'est pour être une petite starlette de la télé? Non, pas du tout. Prouvez-moi le contraire. Quand j'ai commencé Contre-champ, on n'a pas arrêté de me dire t'es pas grande, t'es pas blonde,
t'es pas particulièrement comme ci ou comme ça, donc laisse tomber. C'est qui les cons qui vous ont dit ça? Des confrères. Des confrères? Voilà. Journalistes? Ouais. Ah bien. C'est des bons alors. Qui envoient des mails anonymes en disant laissez tomber, enfin laisse tomber, de toute façon ça marchera pas, etc. Bon, ça c'est du etc. bullshit, il faut déjà dépasser. C'est l'envie d'être dans le vrai, comme ce que vous avez dit tout à l'heure. Ça veut de dire quoi, chercher, dans le de vrai? fouiner, de creuser, de vérifier, de m'aventurer, de pas savoir ce qui va se passer, d'être dans le flou et de chercher le vrai. Mais ça c'est de l'aventure. Ouais. C'est autre chose. Vous êtes parti 1 an avec votre sac à dos en Asie? Ouais. Au départ. Je pense que c'est un bon commencement. Et... Vous avez déjà fait ça? Ouais, en Islande. Et qu'est-ce que vous avez retrouvé, repéré, retenu? Qu'est-ce qui vous a intéressé? C'est quoi la curiosité du pays? La culture, le Tout ça, c'est décalage des à mots 3 de heures de vide. Paris. Tout ça, c'est des mots vides. C'est pas ça le reportage. Ce que vous avez rencontré, je sais pas, c'est quoi la spécialité de l'Islande? Les plumes? La solitude des gens. Alors, voilà. Et alors, La superficialité de mes réponses me rongeait l'esprit au moment même où je les énonçais. Les mots justes ne sortaient pas. Je combattais la petite fille pour devenir une femme. Alors, quel journalisme vous avez déjà fait? Sur quel terrain vous êtes aventuré? J'ai commencé par du journalisme sportif. Pourquoi? Parce que pour les c'était athlètes? une opportunité et que c'était une bonne école. J'ai envie de savoir ce que vous avez pensé de l'entretien. Ce que j'ai pensé de l'entretien, j'ai trouvé ça très sympa, très... ça m'a plu, ça m'a pas dérangé. Si ça m'avait dérangé, je l'aurais dit. Et Il faut que ça dérange un entretien. Oui. Donc je me suis plantée. Non, parce que vous n'étiez pas venu, ça dépend le but de ce qu'on recherche, de ce qu'on veut. Vous vouliez pas m'attaquer puisque vous m'aimez. Vous aviez juste envie de me connaître et de savoir qui j'étais, donc vous avez bien fait votre boulot parce que vous m'avez fait dire des choses que je dis pas automatiquement à tout le monde. Vous avez sorti de moi l'essentiel de ce qu'est de ce pourquoi je fais ce métier, donc non, c'est pas, c'est bien. De ce que vous avez vu... Non, vous menez bien l'interview, vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous allez. Non, il y a beaucoup de journalistes qui passent en télé ou en radio aujourd'hui qui vous valent. Alors, pourquoi ce grand sourire? Que vient-il de se passer, Anne-Sophie? Je sors à la minute du bureau de Michel Drucker, qui pensait pas qu'on allait se lancer dans une interview tout de suite et qui m'a fait visiter tous les studios, m'a prise par le bras et m'a fait vivre un moment de rêve. J'aurais jamais pu imaginer ça. Et une petite qui s'intéresse à la télévision et qui veut rencontrer les gens qui la font rêver, qui veut leur faire sortir des choses qui viennent du cœur et des tripes. Ça l'a touchée, ça... Je suis désolée, je perds mes moyens, je sais pas trop ce que je raconte. J'en reviens pas. Michel Drucker. Pour certains, c'est Michel Drucker, bon ça va, je le vois tout le temps. Dès que j'allume ma télé, il y a Michel Drucker. C'est toujours la mémoire, la nostalgie, etc. Michel Drucker, c'est beaucoup plus que ça. Si j'ai voulu le rencontrer, c'est parce que c'est l'incontournable. Voilà, vous verrez. On attend et on patiente. Je suis autombienne avec Thérèse qui fait partie de mon enfance. Et elle m'avait caché qu'elle connaissait Michel Drucker depuis 40 ans. Tu m'as dit tout à l'heure que Michel Drucker était venu à ses tout débuts ici. Ah oui. Parce que le Tongian a ouvert en 62 et Michel Drucker était ici en 64. 63, 64, je m'en souviens plus. Mais dès le début. Il a changé ou pas? Non, jamais.
Toujours aussi charmant, toujours comme le premier jour, fantastique. C'est important qu'il reste simple. Mais oui. Comme toi. Moi, je suis rien du tout. Quand il arrive, tu lui dis comment ça se passe. Bonjour Michel. Bonjour, et on a toujours des choses à se raconter. Vous racontez on quoi? est très complices. C'est vrai? Ça, c'est secret. Ça, c'est vie privée. Non, c'est vraiment un plaisir. Les secrets sont bien gardés aux Tongiennes. C'est vrai. Merci Thérèse. Je t'en prie. Merci beaucoup. Il est temps de devenir une autre, de dépasser la candeur pour la ruse, de sortir de mon cocon. Attention, le papillon devient renard. Je poursuis mon ascension de palier en palier jusqu'à un point de non-retour. Nous nous intéressons aujourd'hui à quelque chose de très méconnu en télévision, la production. C'est un mot qu'on entend tous les jours à l'antenne, mais on ne sait pas forcément ce que ça veut dire. Philippe Legros, qui me reçoit aujourd'hui, va nous en parler. Absolument. La production, c'est amener les moyens de faire quelque chose. Alors, on s'occupe des journalistes. Les journalistes, nous font beaucoup de demandes, justement, parce que, bon, pour le journal télévisé, ils sont un petit peu partout en France. Et donc là, ils nous demandent à nous de pouvoir ramener leurs images de la manière la plus confortable possible. Donc soit à travers des moyens fixes, soit à travers des moyens mobiles, soit en envoyant des motards, soit de manière à ce que eux n'aient pas de contingence matérielle autre que de faire leur reportage. Le dialogue avec les journalistes, ça se passe bien? Oui, ça se passe très bien parce que chez les journalistes, comme à la production et comme dans toutes les populations, il y a une partie de gens qui ne sont pas faciles, mais je dirais que c'est exactement la même proportion dans tous les milieux. Il y a des journalistes pénibles, des journalistes très agréables, voilà, c'est comme dans toutes les populations. Le petit epsilon près, quand même, que bon, du fait de leur exposition, c'est quand même des gens quelquefois à fleur de peau, et bon, pour les avoir beaucoup côtoyés, effectivement, on arrive mieux à faire la part des choses quand on prend ces paramètres-là en considération. Comment ça se passe les relations avec les chaînes étrangères? Ça dépend dans quel contexte, ça dépend si c'est nous qui sommes hosts, ça dépend si c'est eux, ça dépend si c'est des Allemands, ça dépend si c'est des Anglais. Ça se passe très bien de toute façon, puisqu'on arrive, on est tous là. Mais c'est des méthodes de travail différentes qui se rencontrent. Je crois que c'est surtout des cultures différentes. Moi je suis profondément latin, et on n'a pas la même vision du droit. Les Anglais, tout ce qui n'est pas expressément spécifié sur un contrat est interdit, alors que nous, c'est le contraire. Tout ce qui n'est pas expressément interdit sur un contrat est éventuellement autorisé. Donc là, on a déjà un vrai problème de compréhension du droit. Donc ça peut être, dans certaines circonstances, assez un dialogue de sourds. Mais en dehors de ça, on s'entend très bien. En plus, sur des événements un petit peu costauds, tout le monde se connaît. C'est-à-dire que les Anglais connaissent, c'est toujours à peu près les mêmes interlocuteurs qu'on trouve un peu partout. Ça met plus ou moins de temps, mais à la fin, à partir du moment où on s'est fixé un but et qu'il faut que pour la chaîne on ait ces trucs-là, on y arrive toujours plus ou moins. On arrive toujours à se débrouiller sur des grands événements internationaux. Il y a tellement d'argent et tellement de choses en jeu que de toute façon on trouve toujours des moyens d'arriver à tous produire et à tous faire les choses qu'il faut. Comment le métier a évolué? C'est pas la technique maintenant qui va être un frein. À partir du moment où on a du courant, on pourra quasiment envoyer n'importe où, n'importe quoi. Donc là, maintenant, ça se passe par satellite un peu particulier, mais très bientôt, même dans tous les pays, il y aura de l'Internet suffisamment haut débit pour qu'on puisse envoyer. Alors après, effectivement, la solution satellitaire restera toujours malgré tout la meilleure, parce qu'encore une fois, en cas de catastrophe de quoi que ce soit, il n'y a plus rien qui marche. Donc ce qui marche, et ce qui reste qui marche, c'est en l'air. Est-ce qu'on aura encore besoin des hommes? Oui, ça oui, parce que de toute façon, pour faire un sujet, il faut quelqu'un qui raconte une histoire. Donc, et puis malheureusement, on aura besoin des hommes pour faire les catastrophes. Qu'est-ce que tu penses de ce projet Contre-champ? Moi, je trouve ça assez intéressant. Je suis très curieux du produit final. Un conseil à donner à de jeunes journalistes qui démarrent? Un seul. Il faut s'accrocher grave, hein. Il y a du monde sur la place. Hein. Il y a du monde sur la place, et puis c'est... Bon, la multiplication des canaux de diffusion, c'est à la fois un bien et un mal. C'est-à-dire que bon, on a peut-être plus de chances de commencer à faire quelque chose, mais on a moins de chances d'être remarqué. Donc...
Merci beaucoup. Oh, ben, je t'en prie. Il est bien cet homme-là. Je vais peut-être couper le téléphone à côté. Je suis dans une rédaction. L'information, pour être bien transmise, doit être décortiquée, analysée, comparée, vérifiée, mais surtout traitée avec la plus grande rigueur. Françoise Laborde en sait quelque chose. Bonjour, comment ça va? Bonjour, ça va et vous? Très bien. Merci de nous recevoir aujourd'hui. Bon non, ça fait plaisir de vous voir. Alors on s'est rencontrés il y a 2 ans, et je me souviens, à l'époque, vous m'aviez dit un sujet news bien construit, l'élément essentiel c'est la rigueur. Ouais. Qu'est-ce qu'un sujet news parfait? C'est un exercice difficile parce que c'est forcément une réalité ramassée. Et donc comme il y a un effet de loupe quand on fait un sujet, il faut faire attention à ce que la loupe ne soit pas trop d'un côté ou trop de l'autre. Alors ça, après, c'est le jeu des interviews, ce qui fait qu'on doit essayer de prendre en compte le plus possible la réalité. L'essentiel de la préparation est souvent très long, c'est-à-dire que si vous voulez trouver des témoignages sur, je sais pas moi, des faits de société, ça peut être aussi bien la conduite automobile, que l'arrêt du tabac, que je sais pas quoi, la maladie, il faut déjà trouver des témoins, donc les gens n'ont pas forcément envie de parler, ils n'ont pas forcément envie qu'on les tourne, donc ça prend beaucoup de temps. Et puis il faut aller les enregistrer, donc une fois qu'on est chez eux, une fois qu'on a installé le matériel, que ce soit pour en garder 30 secondes, pour en garder 3 minutes, le temps est le même, et un petit film à chaque fois. Vous êtes insomniaque? Non, moi j'aime bien le matin parce que le matin c'est un univers particulier, il n'y a pas de tension le matin parce que les gens ils n'ont pas le temps d'avoir des tendus et puis ils sont tous un peu comme ça, pas à la ramasse mais un peu fatigués. C'est sûr qu'on doit être efficace tout de suite. Mais l'avantage c'est qu'on sait que c'est une sorte de temps condensé et ramassé, donc il y a une sorte de travail intense. On vient pour travailler, il n'y a pas une minute perdue parce que c'est pris sur le sommeil, mais on sait en même temps que ça va s'arrêter assez rapidement puisque quand on est dans des équipes du matin, en général, on finit en tout cas l'antenne après à Télématin à 8h30 c'est terminé, et puis après, bon, il reste à préparer la journée du lendemain, et là... Donc on est dans une sorte de front renversé, c'est-à-dire que les gens qui travaillent le jour, ils ont toute la journée pour préparer, et puis l'intensité vient la nuit, enfin le soir, et puis après on rentre chez soi, alors que nous c'est le contraire. On commence tout de suite par le plus intense, et puis après on est dans la décompression. Donc je trouve que ça c'est assez sympathique de travailler à front renversé, comme ça, c'est pas mal. Y a-t-il une différence entre les journaux du matin et les journaux du soir? Le matin on se réveille, on est encore chez soi, on est en pigu, on est devant sa tasse de café, on a les enfants qui sont plus ou moins habillés. Donc on a envie d'un ton qui soit un peu celui de là, on n'est pas encore dans la dureté de la journée. Alors que le soir on est dans quelque chose qui est plus formel, plus installé, plus voilà. Et je pense que ceux qui nous regardent sont un peu comme ça, ils ont envie de savoir en effet. Le matin on leur raconte ce qui va leur arriver dans la journée en termes d'infos, et le soir on leur rend compte de ce qui leur est arrivé, donc c'est rigolo, ça se répond. Vous interviewez en direct, vous avez dû en voir de toutes les couleurs. Ouais. Racontez-moi une anecdote, une interview qui s'est pas du tout passée comme vous l'aviez pensé. Il y a un jour où j'interviewais Édouard Balladur. Alors ça c'est un truc de fille et de télévision. J'avais mis une robe ce jour-là, ce qui m'arrive jamais, enfin très rarement en général, si je mets des jupes, parfois des pantalons, mais en tout cas c'est toujours séparé. Et là j'avais une robe, et évidemment je renverse la tasse de café sur ma robe, donc je suis obligée de me changer. Et par malheur, d'ailleurs vous le voyez, je n'ai que des hauts, j'ai pas de bas. Mais on voit pas le bas, si? Non, on voit pas le bas, mais enfin vous pouvez pas descendre en culotte pour interviewer Édouard Balladur. Françoise Laborde interview Édouard Balladur en petite culotte. Donc j'avais mis une chemise. Deuxième scoop. Et comme j'avais pas de bas, il y avait la femme de ménage qui changeait les poubelles, et je lui ai dit, vous n'avez pas un sac pour moi? Donc elle m'a donné un de ces ravissants sacs poubelles noirs. J'ai coupé le bas, j'ai enfilé, j'ai mis la ceinture de la poubelle, j'ai descendu en plateau, bah si j'avais que ça. Et quand Édouard Balladur m'a vu arriver avec mon sac poubelle en guise de jupe, il m'a regardé, il n'a pas fait de commentaire. J'ai dit oui, vous savez, à la télévision parfois on est un peu étrange, il n'a pas posé de questions. Mais pendant toute l'interview, ça fait beaucoup de bruit quand même. Oui. Donc il fallait pas que je bouge, donc j'étais assise comme ça sur la bord de la chaise, parce que dès que je bougeais un quart, j'entendais le bruit du sac poubelle, voilà. Elle est bien, hein, Françoise Laborde. Merci. Alors, pourquoi vous voulez être journaliste, Anne-Sophie? Parce que ça me fait vibrer. C'est cette espèce d'adrénaline, de passion que j'ai depuis le départ. Pourtant j'ai fait des études de philo, donc pas grand chose à voir.
Mais j'ai fait un stage un jour dans une chaîne et j'ai compris tout de suite que c'était ça. Et que cette espèce d'envie de bouger en permanent, de ne pas avoir d'horaire fixe, de transmettre, de rigueur aussi. C'est un grand défi que j'avais envie de me lancer. Et qu'est-ce que vous préférez alors dans ce métier? C'est quoi? Qu'est-ce qui vous étonne le plus? Qu'est-ce qui est comme vous ne l'aviez pas imaginé? L'imprévu. Ça n'arrête pas. Je me fais une idée avant de venir vous voir, je me fais une idée avant d'aller sur le terrain. C'est jamais la même chose. Et il n'y a pas de train-train, il n'y a pas de quotidien. C'est ça qui m'étonne le plus. C'est qu'on est tout le temps dans l'étonnement, tout le temps dans la surprise, dans le 100 à l'heure, et en même temps il faut savoir se poser pour faire les choses bien, et ça me renverse complètement. Mais je la trouve très bien votre façon de Anne-Sophie, jeune journaliste, vous en dites quoi? Anne-Sophie, jeune journaliste? Moi je trouve ça bien. Non mais je ne peux pas dire que l'entretien est bien ou pas, puisque l'entretien dépend du projet que vous avez à l'arrivée. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc a priori je n'ai pas d'opinion sur l'entretien. Mais je trouve que ce projet que vous avez de la démarche d'une jeune journaliste qui essaie de comprendre comment fonctionne ça, je trouve que c'est un très beau projet et je suis sûre que vous allez réussir. Ben voilà. On va vous laisser travailler. Je plie l'affaire là peut-être. Oui. J'effleure la noblesse d'un léger sourire, un sillage de dérision dans la profondeur, de l'humour décalé et bien placé. J'esquisse mon poème télévisuel avec le moins gotha des animateurs mondains. Ça me fait toujours marrer les gens qui disent oh mais je suis un grand timide. Alors, ce sont des timides qui se soignent. Oui. Parce que c'est pas possible si on est timide. Je connais des vrais timides. Ce sont des filles et des garçons qui sont incapables de parler devant une caméra ou qui sont bloqués. Moi, j'ai vu des gens extrêmement brillants comme ça dans les conversations à table, et puis qui, dès que la caméra, le rouge de la caméra s'allume, il n'y a plus personne. Ils ont une espèce de suée comme ça, intempestive, ils sont bloqués, ils n'arrivent plus à s'exprimer. Donc l'improvisation, ça se travaille peut-être, mais c'est avant tout une nature. Il faut avoir envie voilà, là on se moque de la caméra, elle est là, on la voit à peine, d'abord elle est petite, et ensuite, quelle importance, qu'est-ce qu'on va retenir? Est-ce qu'il est bien coiffé, il est bien maquillé, son chien fait n'importe quoi sur ses genoux, et voilà, et en plus elle est tombée. Donc ce qui compte, c'est ce qu'on a à dire, comme toujours. On va parler un petit peu de vous. Presse écrite, radio, télé, les trois, un petit peu tout mélangé. Oui, tout mélangé, oui. Mais c'est comme ça. Certains disent de vous que vous êtes un indécis. Alors, non, un justement... boulimique, c'est très différent. Un boulimique, il sait ce qu'il veut. Il veut manger tous les plats. C'est fromage et dessert. Ah oui, la presse écrite, j'ai commencé il y a 20 ans. J'ai aucune envie de m'arrêter, j'adore ça. Mais en même temps, c'est compliqué. C'est comme un maître d'escrime qui vous demandait alors vous c'est fleuret, épée ou sabre. Voilà, on sait faire avec les trois instruments, c'est le même métier, mais on raffine la matière première différemment. Quelle princesse a encore des secrets pour vous? Mais elles ont toutes leurs secrets. Mais ce qui est, et puis surtout elles deviennent toutes très très compliquées à comprendre, parce que quand vous-même vous êtes comme moi, je connais assez bien l'histoire des monarchies européennes. On sait ce qu'une princesse devrait penser. Oui. Sauf que là, elle ne pense plus en princesse, elle pense en top modèle. Donc, je n'ai pas été formé pour savoir ce que pense un top modèle. Donc, je suis parfois un peu perdu avec les princesses New Age. Ces gens-là vous font confiance, mais en même temps, vous devez raconter des choses, dévoiler des choses. Comment savoir où s'arrêter? Comme avec tout le monde. Princesse ou pas princesse, les gens, il y a ce que les gens ont envie de dire, et puis il y a souvent par exemple, moi je me censure moi-même. Je sais jusqu'où on peut aller. Il y a des choses qui sont du domaine de la vie privée qui ne regardent que les personnes concernées et qu'on n'a pas à afficher, à étaler. Je donne un exemple, parce que souvent, notamment les princesses, n'ont pas conscience du rapport qu'il y a avec les médias. Oui. C'est cet effet loupe. Alors, où elles sont trop éloignées ou trop proches. Parce qu'elles n'ont pas cette bonne notion de la distance. Je me souviens d'une princesse qui me disait « Non, tu sais, je ne veux absolument pas parler à la caméra, j'ai très peur. »
franchement, il n'y a pas de risque, puis ça va pas en coupe, vraiment, sens-toi libre. Elle commence à parler de la caméra, et au bout de 2 secondes, je suis obligé de l'arrêter, parce qu'elle était en train de me raconter sa consultation à l'antenne. Hein. Sa consultation, c'est chez son gynécologue. Et c'est-à-dire qu'on était passé d'un rien à une chose extrêmement intime. Je lui ai posé une question sur ses enfants, elle m'expliquait que son gynéco lui avait dit qu'il fallait qu'elle arrête parce que son utérus était déformé. Enfin, c'était, je dis, halte là, où va-t-on? Et là, il faut savoir poser des limites. Ah ben, là, je dis stop. Hein. C'est-à-dire, non, parce que j'ai même pas envie que ça reste sur des bandes, quoi. Ça regarde personne. Au fond, poser des questions comme ça aux gens, est-ce que c'est pour vous trouver des réponses? Est-ce que c'est parce que les réponses vous intéressent ou parce que vous vous intéressez à l'écho que ça va faire naître en vous? Les réponses m'intéressent et m'apportent toutes quelque chose, et je pense aujourd'hui avoir appris à écouter les réponses, ce que je ne faisais pas avant. Et avant, je pensais à mon fil conducteur. Et aujourd'hui, je me laisse un peu bercer par les réponses et l'entretien. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'à chaque fois, j'en ressors différente. Et si maintenant, alors voilà, je fais partie de votre famille, je dis, il faut faire un autre métier. C'est pas quand on s'appelle de Chaise Martin, on ne peut pas être journaliste. C'est pas possible. D'abord, c'est des gens perdus de réputation. Ils ont des vies pas très saines. Alors, comment on fait? Comment on fait? On va à l'encontre des conseils familiaux. On persiste. On persiste. Et les conseils familiaux ne sont aujourd'hui pas forcément dans le sens vas-y, fais du journalisme. Donc, non, je suivrai mon idée, quoi qu'il se passe. J'ai une dernière question à vous poser. Oui, oui. Est-ce que vous avez passé un bon moment? C'était un moment, c'était différent des interviews crétines auxquelles on est obligé de répondre la plupart du temps. Si vous aviez un conseil professionnel à me donner? Creusez votre sillon. Parce qu'à la fois, il y a avancer dans la direction qu'on s'est choisie, puis en même temps, il y a l'idée de creuser parce que créer son style aussi. Oui, il faut créer son style, mais creuser son sillon, c'est aussi ce qui plaît pas aujourd'hui peut plaire demain, et puis c'est un travail en force aussi et en profondeur dans l'idée de creuser son sillon. J'aime bien ça, c'est l'idée d'aller un peu en profondeur, pas rester comme ça sur l'écume des choses. Très bien. C'est dans la boîte. Merci beaucoup. C'est bon? La récompense du champion, de l'athlète. Après 4h30 d'enregistrement, un cadeau hors du commun, un moment inoubliable que je vous laisse découvrir. Moi, dans 10 ans. Mon premier fait de la télévision debout. J'en vois déjà, ouais. Elle a rien à dire. Non, là, j'ai rien à dire, là. Mon deuxième fait de la télévision assise. Vous en avez la preuve qu'on triche pas. Mon troisième, c'est plutôt... papa, tu crois qu'un jour je pourrais devenir comme lui? Il arrive. Mon tout nous reçoit aujourd'hui. Michel Drucker, la toute petite Anne-Sophie, c'était... tout d'abord, merci. Je suis désolée, je suis embrouillée. Je sais plus trop dans quel monde je suis, là. Et je suis impressionnée. Donc, il ne faut pas t'impressionner, tu sais. Moi, quand je suis rentré à la télévision, j'étais encore plus tétanisé que toi. Tu vois, j'avais 21 ans. Et on m'a poussé devant les caméras. Et ça s'est bien passé? On m'avait pas dit qu'il valait mieux, quand on débute à la télévision, un bureau mettre ses feuilles à plat. Ouais. Et moi, j'ai fait ça. Et donc, ça n'allait pas? Si. Mais j'ai fait ça. Pendant un quart d'heure. Je donnais des résultats sportifs. Présenté par Léon Zitron d'un côté, Roger Coder de l'autre, c'était des monstres sacrés de l'époque. Au lieu de faire ça. Donc, tu sais, tu seras jamais plus angoissé que je l'ai été moi. Et contrairement à ce que tu penses, ils ne l'avoueront jamais, même après des années, on a toujours une angoisse. Quand on fait notre métier, faire une carrière, j'y pensais pas, être devant les caméras, j'y pensais pas. Je voulais trouver un job. J'étais autodidacte, pas de diplôme, perdu dans Paris à l'âge de 18 ans. Je suis rentré à la télé par effraction pour visiter des studios, puis j'ai couché sur les toits pour être sûr de rester. Mais
Je voulais pas être célèbre. Hein. Moi, je voulais faire mon métier d'assistant, Ouais. caméraman, assistant, ça me convenait très bien. On m'a mis devant les caméras, ou devant un micro parce qu'il fallait remplacer quelqu'un. Puis après, j'ai appris très lentement. Ça fait 41 ans que je suis à la télévision, 42 ans l'année prochaine. Sur les 42 ans, j'en ai passé, allez, 30 à apprendre. Et c'est seulement depuis quelques années que je commence à être enfin détendu. Je commence à être moi-même devant les caméras. T'imagines? Comment garder la tête froide, justement, quand ça commence? Les parents, ben, c'est pour ça que je les remercierai jamais assez, que les parents extrêmement bien. Ma mère, quand j'avais déjà 50 ans, quand François Mitterrand m'a remis la Légion d'honneur à l'Élysée, c'était le jour d'anniversaire de ma mère. C'était un hasard incroyable. Eh bien, ma mère, après le discours que Mitterrand a fait en m'accrochant la récompense, la décoration, elle lui a quand même dit, c'était quand même incroyable. Mitterrand lui dit, alors vous êtes fière, madame, de votre fils? Et elle a dit, vous savez, j'espère, monsieur le Président, que cette décoration que vous venez d'accrocher à la boutonnière, j'espère pour lui que ça sera un encouragement à progresser. Mitterrand lui a dit, je comprends maintenant pourquoi dans la famille, vous avez des enfants qui vont rester calmes, avec des parents pareils. Il a dit, je comprends que votre fils... Donc mes parents n'ont jamais été épatés par la réussite de leurs enfants, loin de là, loin de là. Ils ont toujours pensé avec un cynisme absolu que si leurs enfants s'en sentaient pas trop mal, c'est que les autres étaient mauvais. Et mon père, quand il est venu me voir rue Cognac-Gé un jour, la célèbre rue Cognac-Gé, j'habite derrière d'ailleurs, dans le 7e, c'était là la télévision, les studios, la rue Cognac-Gé. Quand il est venu voir dans mon bureau la première fois, il y avait toutes les stars de l'époque. Dominique Colonna. Bonjour. Ne faites pas de gros plans parce que j'en ai déjà eu un dans ma... Complice, réalisateur. Bon Michel, l'homme qui est le seul, un des seuls qui écoute ce qu'on dit sur un plateau et qui appuie sur le bon bouton pour voir la réaction de celui qui écoute. Heureusement qu'il appuie sur le bouton. Et il a appris ça aussi beaucoup avec son épouse Mireille Dumas. Parce qu'à force de réaliser l'émission de Mireille Dumas, qui est une émission qui s'écoute, et c'est très très agréable de savoir qu'en régie, il y a quelqu'un qui écoute, qui est très concentré, et qui a la présence d'esprit de penser que le visage de celui qui écoute peut être aussi parlant que celui qui parle. Donc il est très très attentif à ça de nous. C'est pour ça que c'est très important. C'est pas par hasard s'il réalise également Fogiel. C'est des émissions qui s'écoutent. C'est des émissions où il y a... Enfin, Fogiel, des fois c'est difficile d'écouter. Il était bien, il était bien. Il était un peu angoissé. Oui, oui. Je l'ai vu parce qu'il il était en régie avant? Oui, tout le temps. Depuis le début. Il avait les pieds un peu tordus. Depuis le début, il regardait comment ça fonctionne. Je l'ai vu comme c'est calme. Comme c'est pas bruyant. C'est ce que je lui ai dit en régie. De son émission, ça va. Regarde, on écoute. C'est stressant. Des fois c'est très. Ça va vite. Ouais, très vite. Bon Michel, à mercredi. C'était sympa, hein? Très, très sympa. Tu reviens en 15 jours, faites. Ah non, je reviens mercredi prochain. On tourne de copé. On tourne de copé. Voilà. Tu ne dédicaces pas VSD? Non, je te dédicace pas. Il est dans VSD. Qui trouve qu'il est trop pas bien sur la photo. Allez, au revoir. Au revoir. Aujourd'hui, vous êtes mon invité. Qu'est-ce que ça vous fait? C'est agréable parce que je peux parler beaucoup plus et je peux me laisser davantage aller parce que moi, mon métier, je suis un montreur d'ours. Mon métier, c'est de montrer les autres. J'ai toujours pensé, moi, que la réponse est plus intéressante que la question. En tout cas, plus important. Alors qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que la question est plus importante que la réponse, ce qui voudrait dire que l'animateur, le journaliste est plus important que son invité. Moi, les vedettes de l'émission sont les vedettes qui viennent dans l'émission. Certes, c'est l'émission, mais moi j'ai toujours cultivé un style qui est le mien, mais qui ressemble à ce que je suis également dans la vie. C'est-à-dire j'ai toujours été un petit peu en retrait, en tout cas pendant des années. Je me mets un peu plus en avant maintenant, mais ça a mis 40 ans. Et pendant des années, par timidité, et aussi parce que je pensais que c'était normal que l'invité soit la vedette, et pas celui qui l'invite. Comme j'ai voulu m'inscrire dans la durée, j'ai pensé que faire le show soi-même, c'est se surexposer. Et on ne peut pas s'inscrire dans la durée si on est trop exposé.
La surexposition, c'est ce qui fait qu'un jour les gens vous zappent. Donc, moi, ça a été très lent. Mais il ne faut pas être trop lisse non plus dans son approche. C'est tout le problème. Comment être présent avec sobriété? Comment exister sans se mettre en avant? On peut être en retrait si l'invité existe bien. Mais quand l'invité est inexistant, il vaut mieux exister soi-même. Vous parlez de longévité, une carrière Drucker aujourd'hui, c'est encore possible? À l'antenne, c'est plus compliqué, parce que pour se faire connaître, il faut beaucoup de temps. Plus qu'à notre époque. À notre époque, il y avait 2 chaînes, une troisième embryonnaire et une plus forte que les autres, qui était déjà la première chaîne. Donc on apparaissait là pour toucher un maximum de gens. Maintenant, quelqu'un qui n'est pas sur une chaîne généraliste a un horaire fort. Quelqu'un qui n'est pas sur une chaîne généraliste. Quelqu'un qui n'est pas sur une chaîne généraliste. Va, Olga, on va faire un tour. Quelqu'un qui n'est pas sur une chaîne généraliste, à un carrefour important, il peut rester 10 ans sans se faire connaître. Donc avant de toucher le plus grand nombre, il faut des années, et vous pouvez ne jamais le toucher maintenant, puisqu'il y a une dissémination, un éclatement des moyens. Moi j'ai débuté avec une chaîne, je ne peux pas me rater. Et après toutes ces émissions, on peut parler de routine du direct ou pas? Non, d'abord je ne fais pas de direct là, je fais du direct De ailleurs. routine en général, d'émissions? Non, alors ça, le jour où il y a la routine, c'est mort. Mais il ne peut pas y avoir la routine d'une émission comme celle-là, puisqu'il y a un invité différent. Viens, ma petite Morane. Viens. Non, mais, bonjour. Vous savez, Jean-Luc. Sauf que ça la gêne, voilà, elle est l'artiste. Ouais. Je suis content de parler des gens de ce métier. Long débat. Gros dossier. Oui, dans nos métiers, il y a également des vrais et des moins vrais. Mais devant les caméras, il y a aussi des gens qui font leur métier très différemment. C'est une famille. Elle appartient à une famille où il y a un club très fermé. Elle sait de quoi elle parle, elle connaît la musique, elle est cultivée, elle sait chanter, elle a une voix, un passé, une culture. Bonjour. Voilà, non mais voilà, donc moi je suis en 42 ans, vous imaginez, c'est 3 générations de gens que j'ai présentés. Ouais. Mais dans tout ça, il y a plusieurs familles. Je vais vous dire une chose que je ne dirai jamais, mais vous le garderez quand même, je ne l'ai jamais dit, sauf que je l'ai dit à une petite délibération l'autre jour. Il y a 4 catégories de gens. 4. Et je dis ça parce que je cite des exemples qu'elle connaît. Il y a des gens qui ont du talent et qui, humainement, sont des gens que j'aurais préféré ne jamais connaître. Et mon problème, c'est pas d'écouter les gens et de leur dire, voilà, vous aimez quelqu'un, mais si vous savez comment il est. Non, il y a des gens qui ont beaucoup de talent, mais qui, humainement, sont des gens qui m'ont laissé un petit goût comme ça. Ouais. J'aurais préféré pas connaître et uniquement rester sur leurs chansons, leurs films, leurs livres. Vous avez des gens qui font leur métier honnêtement, qui ne revendiquent pas, qui disent je ne suis pas ni Aragon, ni Brel, ni Brassens, ni Ferré, qui font leur métier, qui sont des gens populaires, et qui le font bien, et que les gens aiment, ils ont raison de les aimer, et cela, il faut les respecter, et c'est 70% du métier. Tout le monde ne peut pas avoir... il y a aussi des gens qui font leur métier, de la variété, qui font des émissions populaires, qui font des films populaires, qui font des livres populaires. Il ne faut pas avoir de mépris pour eux, ils le font bien. Il y a plein d'exemples. Il y a des gens qui n'ont aucun talent et qui sont méprisables, alors on n'en parle même pas. Et puis il y a un club fermé. Il y a un club très fermé, des gens qui sont vraiment des gens exceptionnels, qui ont fait des choses exceptionnelles et qui en plus humainement est exceptionnel. Mais ça, on sent. Là, il y a un club. Et alors ça, c'est un vrai bonheur. Et ça fait partie des grands souvenirs qu'on écrit un jour quand on fait ses mémoires. Voilà. Mais Morane, qui est une jeune femme, qui vient d'un grand pays, qui est la Belgique, elle vous dira que quand on a rencontré Brel, quand on a rencontré Ferré, quand on a rencontré Brassens, quand on a rencontré Aragon, quand on a rencontré Ferrat, quand on a rencontré ces gens-là, quand on a rencontré Sidney Lumet, John Ford, qu'on a rencontré une fois dans sa vie, ce qui n'est pas mon cas malheureusement, Marlon Brando, Marilyn Monroe, Kennedy, Mandela, Angela Davis, je mélange tout. On se dit qu'elle n'a pas perdu son temps. Et qui vous a déjà accordé du temps. Mais je suis sûr que ça fait
fait d'accord avec moi, même si on s'en est jamais parlé. Si je n'ai jamais rencontré personne, des gens que tu viens de citer. Voilà. Non, mais je veux dire que bon, quand on parle de Brel ou quand on parle de Ferré, quand on parle de gens comme ça, là on parle déjà de gens particuliers, des gens avec qui on a passé des soirées, des nuits à parler de choses, etc. Mais 80% des gens du métier de nouvelle génération sont des gens qui ne sont pas comme ça. Quand on fait notre métier, elle croise à longueur d'année sur le plateau de télévision plein de gens qui n'ont pas ni son talent, ni sa culture, qu'elle respecte parce qu'ils font bien leur métier. Mais elle vous dira qu'il y a des gens avec qui elle a des affinités qui deviennent peut-être ses amis, et puis d'autres qu'elle croisera et avec qui il n'ira jamais plus loin. Bonjour. Non mais... Les affinités, ça s'invente pas. Voilà, non. Mais si vous voulez savoir qui sont les gens du métier, vous savez ce qu'il faut faire? Je vous donne ce petit conseil. Vous demandez aux caméramans, aux maquilleuses et aux coiffeuses. Eux, ils ont tout entendu. Ils savent tout. Vous demandez aux techniciens. Mais quelquefois, ils sont aussi un peu... Mais quand ils font des cancanes. Oui, non mais les vieux de la vieille, tout entendu. Les vieux de la vieille, ils savent qui est qui. Mais quand on rentre dans ce studio-là et qu'on voit le grand poster, moi je me suis demandé si on avait vraiment des amis dans ce milieu-là ou s'il fallait constamment essayer de... Les amis qu'on a quand on est tout jeune, souvent on les garde toute sa vie. Hein? Tout à fait. Ils reviennent. En général, les amis de l'époque anonyme ou l'époque des vaches maigres, les vrais amis, en général, ils vous suivent toute votre vie. Et puis, si une fois vous êtes célèbre, c'est difficile de savoir qui sont vos amis parce que c'est quand vous avez un coup dur que vous les comptez. Donc, tant que vous n'avez pas un genou à terre, vous ne pouvez pas les compter. Tu n'es pas d'accord avec ça? Si. En fait, c'est une toute petite c'est quand ça va mal qu'on sait où sont ses amis. Je peux vous poser une mini-question. Si vous aviez un seul mot pour définir la télévision, qu'est-ce que vous diriez? Un seul mot pour définir la télévision, je dirais double. Bien dit. Compliqué la télévision. Les artistes très double. Ça donne pas toujours Je reflet. vous ai vu travailler tout à l'heure, c'est pas la même chose. Moi, la télévision, moi je suis, bon, toi c'est ton métier, moi c'est toujours un contexte dans lequel je suis pas à l'aise parce qu'effectivement ça donne pas toujours le vrai reflet de ce que vous êtes. Donc c'est coupé, c'est dans une boîte, enfin c'est comme, finalement c'est pas tellement différent de faire un album, mettre de la musique dans une boîte. Enfin bon, enfin... C'est-à-dire, si on veut savoir qui est quelqu'un à la télévision, il faut d'abord du temps, mais un artiste, il faut l'avoir sur scène. Et un humoriste aussi. Un artiste qui va chanter une chanson, c'est pas simple. Alors elle vous dira que la maison de disques qui sort un disque, il faut bien faire la promo. Mais c'est pas simple. C'est pas pareil. Pas cracher dans la soupe non plus. C'est un outil de promotion, c'est un outil promotionnel quand même extraordinaire. Si c'est bien utilisé, ça peut être fantastique, mais ça peut aussi vous desservir. Donc c'est double, c'est un double tranchant la télé. Mais si ça peut donner envie aux gens d'aller vous voir sur scène, il faut le faire. Bien sûr. Je vais prendre le train, Michel. Je suis juste venue te faire un bisou. Un Michel Drucker qui ferait autre chose dans la télévision, ça vous a déjà tenté? J'ai autre chose, j'ai été toujours... Un Michel Drucker, grand reporter. J'ai été attiré par le journal de 20h. De temps en temps, je me dis j'aurais pu faire le journal comme j'ai raté ça. Mais bon, je me console en disant que ma nièce le fait et le fera un jour. Sinon, patron de chaîne, ça m'est passé par la tête souvent, on m'a souvent demandé si je voulais rentrer dans l'appareil pour diriger tout ça. L'antenne, ça vous plaît trop? C'est là où je me sens le mieux. J'ai pas encore de lassitude. Moi, j'ai envie de m'inscrire encore dans la durée. J'ai envie de faire une carrière très très longue. Parce que je m'améliore, je trouve. Depuis quelques années, je suis passé à une autre vitesse. Donc, voilà. Non, moi, je serai au point à 80 ans. Je serai au point au moment où il faudra que je m'en aille. Je suppose que vous avez le même problème que moi. En tout cas, je le devine, et je sais que les incompréhensions que je sentais entre ma famille et moi ont été un carburant extraordinaire. Je ne remercierai jamais assez ma famille de ne m'avoir pas compris pendant si longtemps et de m'avoir laissé finalement vivre ma vie en leur montrant qu'ils s'étaient trompés sur moi. Mais je ne peux pas leur en vouloir non plus parce que j'avais toutes les apparences contre moi. Bon, parce que je faisais aucun effort. Voilà. Mais
quand j'ai commencé à passer le surmultiplier, alors là j'ai commencé à bosser beaucoup. Non, la question que moi je voudrais te poser, c'est que qu'est-ce qui te plaît dans le métier de la télévision? Qu'est-ce qui t'attire dans ce monde de la télévision? Qui est un métier très dangereux. Est-ce que c'est d'aller vers les autres et de faire des rencontres et d'accoucher les gens et d'interviewer les gens? En premier, je vais être sincère, je vais dire l'aventure, le rêve, l'inattendu. Mais c'est pas toujours le rêve, la télévision. Non, peut-être le cauchemar, le danger aussi, peut-être que tout ça mélangé fait de la télévision un monde différent, un monde à part dans lequel j'ai envie d'entrer. Ouais. Dans lequel j'ai en envie faisant de quoi? communiquer En des étant choses. devant ou en étant derrière? Derrière avant, devant ensuite, si c'est possible, et si j'ai ce qu'il faut. Ouais. C'est-à-dire mais non, rencontrer les gens, interviewer les gens, ça. faire ce que tu fais avec moi là depuis un Ouais, moment. mais oui, ça me fait vibrer et de faire passer des choses aux gens. J'ai été derrière quelques temps, j'aimerais me lancer un défi et voilà, faire ressortir ce que j'ai dans la tête plus fort. Et tu as envie d'écrire des choses, des histoires? Ouais. Je suis un peu... Des histoires pour la télévision? Je suis un peu... Que tu filmerais toi-même, hein? Ouais. Je suis un... Ouais, il y a des trucs qui vont pas trop là-dedans et justement, je peux peut-être les libérer et me libérer et libérer des choses qui vont toucher des gens. Et il faut écrire. Et puis il faut faire ce que tu fais aujourd'hui. Parce que tu appartiens à une génération qui a la chance d'avoir à sa disposition une nouvelle technologie extraordinaire. Avec cette petite caméra de rien, là, on peut faire des choses formidables. Avant, c'est plus compliqué. Donc il faut que tu aies ça en permanence et que tu écrives quelque chose. Parce que il y a plusieurs métiers de la télévision. On est en train d'écrire, là. Il faut écrire. Tu m'en veux pas parce que ma journée n'est pas terminée? On y va. Vous m'avez bien capté. Oui, tu sais. C'est mon job aussi. C'est dans une étude, je m'intéressais beaucoup aux gens. Mais il faut aller au bout de ses envies. Et si on est sûr de son truc, alors? Encore vous? Allez. Bon, non, c'est trop frais, c'est trop frais. Je suis désolée. Je dois pas être mon meilleur jour. C'est rien. C'est peut-être ça le meilleur plateau en fait. C'est fort quand même. Et bah, ça se passe de mots, je crois. Voilà. Allez. Alors la conclusion, c'est qu'il n'y a pas de conclusion. Vous avez été les confidents de tous mes interlocuteurs. Alors, gardez le sourire, parce que ça continue.